Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Toujours, chaque semaine, un bilan des lectures en cours, des lectures terminées, des lectures à peine commencées. Le tas de livres est plus ou moins haut. Là, j'étais encore en vacances, je ne le suis plus, donc ça va sans doute changer. Mais comme j'étais en vacances, j'ai beaucoup lu. Voilà un immense tas de livres dont j'ai lu une partie. Évidemment, je n'ai pas lu tout ce gros tas durant la semaine. Et donc, je vais parler un peu des lectures en cours, des lectures poursuivies, reprises ou terminées, ou à peine commencées. Alors, mes lectures sont variées. Alors, par quoi commencer? Peut-être commencer par les livres dont il ne sera plus question les fois suivantes. Et il ne sera plus question, durant les semaines qui suivent, par exemple, de La Terre Verte. La Terre Verte de Harold Tanquerel Merlet. Il s'agit ici d'une bande dessinée assez épaisse qui est construite comme une pièce de théâtre qui se passe au Groenland et où un certain roi Richard, qui n'est pas tout à fait un bon roi, va prendre le pouvoir. Ce Richard, il est évidemment inspiré de Shakespeare et des pièces de Shakespeare où justement la soif du pouvoir et la violence sont très importantes. Et dans ce livre-là, qui se passe aux confins du monde connu de l'époque, c'est-à-dire donc au Groenland, eh bien, on assiste à une réelle tragédie. Un bateau arrive qui vient voir si les Groenlandais sont encore chrétiens. On a la preuve que tous ne le sont pas. Et l'évêque va essayer de redonner vigueur au christianisme dans cette région-là, mais l'évêque lui-même se fait un peu devancer par le fameux Richard qui devient roi du Groenland. On a tout un cadre aussi de lien entre les Européens établis au Groenland, une petite colonie qui vit difficilement, et puis les habitants natifs du Groenland, les Inuits, avec notamment des combats autour de la place des animaux. Il y a par exemple ici les Groenlandais d'origine européenne qui massacrent les morses, notamment pour leur ivoire, avec une réaction absolument outrée et haineuse et désespérée des Inuits. Et donc ces liens-là existent. Et petit à petit se crée un pouvoir chez cet homme, Richard, qui est ambigu, mais qui va se laisser griser par la folie du pouvoir. Et c'est donc cette histoire-là qui nous est racontée avec donc tout ce monde sauvage et ce monde aussi terriblement humain du Groenland, dans une forme de tragédie où on est amant, puis l'on s'entretue, comme sur la page ici. Donc voilà, une très belle bande dessinée. Cette terre verte du Groenland dont on entend encore parler aujourd'hui, qui est encore un lieu pour lequel on se bat, eh bien, il est tout à fait intéressant de la découvrir visuellement aussi par les dessins très beaux de cette terre verte qu'on n'imagine pas si verte que ça, puisqu'elle est quand même plus blanche que verte, mais voilà donc une première lecture. D'autres lectures m'ont occupé durant la semaine. J'ai terminé le livre « Sois jeune et tais-toi » de Salomé Saké,
un livre qui m'a beaucoup intéressé sur la jeunesse. Je vous disais que j'étais en vacances. Je suis, au moment où je parle ici, plus en vacances depuis quelques jours. La rentrée scolaire ayant commencé, je suis enseignant pour des jeunes. Et donc, il est intéressant de s'intéresser à la place des jeunes dans la société, à la vision aussi que les plus âgés ont des jeunes. Alors, dans ces générations, il y a tout un vocabulaire de génération Z, X, je sais pas quoi, génération milléniale. Bon, j'entre pas là-dedans, c'est pas vraiment le propos. Mais il y a aussi beaucoup de clichés sur les jeunes qui sont démontés petit à petit. Dans le cas de la France, mais c'est valable, je crois, un peu partout. Les jeunes ne seraient pas motivés à travailler, par exemple. Sauf que pour être motivé à travailler, encore faudrait-il que le travail puisse faire vivre les gens et puis qu'il ait un avenir. Et évidemment, le monde actuel offre tellement peu de perspectives que un pessimisme s'installe chez les jeunes qui soit se laissent aller, soit se révoltent. Et il y a donc les jeunes essayent de trouver leur place et ce n'est pas évident. Il y a par exemple quelque chose d'intéressant dans ce que développe Salomé Saké par des interviews de jeunes très nombreux. Elle s'intéresse par exemple à la culture des jeunes. Quelle est la culture des jeunes? Les jeunes ont-ils une culture? Alors, vu de regard de personnes âgées, ou même un peu âgées, pas trop comme moi, on se dit, ouais, ils n'ont plus de culture, ils connaissent plus les grands classiques, ils n'ont pas lu tous ces trucs qu'il y a derrière moi, les Molières, les trucs comme ça. Ils comprennent rien, Molière, etc. Mais peut-être parce qu'une autre culture est la leur, et n'est pas tout à fait la nôtre, et notamment la force de frappe pessimiste de l'industrie culturelle. La force de l'industrie culturelle est très importante, et puis effectivement le côté pessimiste, l'importance des dystopies. Aujourd'hui, tout est dystopie, et les jeunes sont fascinés par ce genre de choses, parce que ça leur permet peut-être de comprendre le monde dans lequel on est, d'envisager le monde futur qui semble quand même se diriger vers quelque chose de l'ordre de la dystopie. Il y a par exemple une analyse sur la série de films et de livres Hunger Games. Si le genre dystopique n'est pas nouveau, ce qui est nouveau en revanche, écrit Salomé Saké, c'est qu'il soit conçu pour les adolescents et bénéficie d'une force de diffusion au point que les imaginaires en sont complètement imprégnés. Hunger Games a déjà 10 ans, même plus maintenant. Le livre, lui, bon, il a 2-3 ans, je crois. 2022, si je ne me trompe pas. Et l'héroïne combattante a été l'idole de nombreuses jeunes femmes de ma génération. Donc la génération de Salomé Saké, qui n'est pas tout à fait la mienne. Les jeunes de 18 à 29 ans avec qui j'ai échangé sont pour beaucoup d'entre eux fans de ces livres, séries ou films dystopiques. Rachel, 20 ans, ouvrière dans le bâtiment, n'est pas vraiment une férue de livres, mais avec Hunger Games, ça a été différent. J'ai tout lu à 15 ans, ça m'a tellement happé, et j'ai vu les films, j'ai adoré. Quand je lis ça, je me dis que ce serait bien que ça se passe dans la vraie vie, qu'on renverse tout. Et voilà, une chose importante sans doute, si on veut comprendre les jeunes, du moins une frange de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être un pessimisme, peut-être bien qu'ils ne veulent plus travailler autant qu'auparavant, parce que le travail ne rapporte plus et puis qu'il n'a peut-être plus vraiment de sens, bien souvent. Mais il y a une volonté de créer un monde nouveau face aux problèmes dramatiques qui se posent, notamment ce que Salomé Saké appelle l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Et donc, autre élément, le rapport à l'autorité, un rapport compliqué à l'autorité, mais sans doute ce rapport compliqué à l'autorité est-il dû à la faillite des autorités elles-mêmes, au fait que les jeunes sont délaissés par les autorités. Et donc, forcément, quand les autorités ne prennent pas en considération leurs revendications, leurs rêves, leurs idées, forcément, on va moins les respecter, ces autorités. Et le vote des jeunes est mis en avant, vote de rupture pour les partis les plus extrêmes, à droite comme à gauche. Et là aussi, il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là. L'engagement politique par le travail.
Ça, sans doute, c'est un des mondes où la place des jeunes change vraiment les mentalités. Nous avons été élevés, les générations précédentes, dans le culte du travail. Si tu travailles bien, tu progresseras dans la vie. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de travailler bien pour progresser dans la vie, et puis de plus en plus de métiers, de travaux pourraient être remplacés par des intelligences artificielles. Et donc, la manière de travailler devient aussi une revendication politique. C'est pas par paresse que les jeunes demandent à travailler moins et mieux, c'est peut-être parce que justement, le travail aujourd'hui, si on veut qu'il ait un sens, il ne doit pas nous bouffer toute notre vie. Et ça, les jeunes le comprennent peut-être mieux que les plus anciens. Et évidemment, l'autre danger, c'est la relation entre les différentes générations. Et Salomé Saké n'est pas pour une forme de conflit des générations, bien au contraire. La collaboration des générations, écrit-elle dans sa conclusion, est une des conditions de la préservation de l'habitabilité de notre planète. Puisque vraiment l'enjeu le plus important aujourd'hui, c'est celui-là. Nous ne pourrons reconstruire quoi que ce soit de désirable une fois que tous les points de bascule seront dépassés. Nous serons tous concernés à plus ou moins court terme, selon nos ressources, par les périls encourus et déjà évoqués: canicule, tempête, gel, incendie, faillite démocratique, migration climatique, pénurie d'eau, de nourriture, d'énergie, etc. Ce n'est donc certainement pas une question de génération. Ce n'est même pas vraiment une question de classe sociale sur le long terme, même si bien sûr les plus défavorisés seront les premiers à en subir les conséquences, au vu de l'ampleur des phénomènes et de la menace qu'ils représentent pour la stabilité de nos sociétés. Cette révolution nécessaire et urgente ne peut attendre que ces jeunes, écoliers, étudiants ou professionnels, soient aux manettes de l'économie, de l'industrie et de la politique. Il est indispensable que nos aînés, et notamment les plus riches, les plus influents, soutiennent ceux qui ont déjà saisi l'ampleur du problème et participent activement à sa résolution. Ce n'est pas naïf, ce n'est pas idéaliste, c'est nécessaire. C'est une question de survie collective. Et ça, les jeunes le savent. Les jeunes sont beaucoup plus conscients de la réalité, je crois, que certaines générations qui ont tendance à sous-estimer les problèmes dramatiques qui se posent aujourd'hui. Donc, faisons confiance aux jeunes et donnons-leur la place qu'ils doivent avoir. Cédons-leur peut-être la place, ou en tout cas, entendons-les. Mais ce n'est pas facile et ce n'est pas tout à fait la voie qui est prise généralement. On est face peut-être à un échec. Et l'échec dans le monde actuel devient quelque chose de très fréquent. Et ça me permet de parler d'un autre livre que j'ai lu cette semaine, de Claro, L'échec, comment échouer mieux. Un livre très intéressant parce qu'il évoque cette idée d'échec à travers notamment le monde de la littérature, de la traduction, parce que Claro est traducteur, de l'écriture, Claro est écrivain, mais aussi de la vie de tous les jours. Et c'est un livre qui est construit de manière un peu par pièces un peu séparées. On pourrait dire qu'il y a un échec dans la construction du livre, mais l'échec est comme quelque chose qui est nécessaire. Et donc son livre va parler d'échec à travers différentes dimensions de celui-ci. Il va essayer de définir ce qu'est un échec. Il y a des chapitres qui s'appellent « Entre-temps », ce qu'est l'échec. L'échec est une pulsion de mort qui se fait passer pour une pulsion de vie, à moins que ce ne soit l'inverse. L'échec est un rêve qu'on fait chaque fois qu'on a peur de s'endormir. L'échec est une façon de se jeter dans le vide en comptant de 1 à l'infini, mais en se trompant sans cesse afin de ne jamais toucher le sol
Illusion, bien sûr. L'échec est une conviction fondée sur une erreur de parallaxe, convenons qu'il y a plus grave. L'échec étant un contenu, non seulement occupe tout le contenant qui veut bien le contenir, mais finit par contenir à son tour le contenant, etc. Donc il essaye de tourner autour de l'échec. Réussit-il à définir l'échec? Justement, pas. Et il montre justement ses échecs dans la traduction. Sa première traduction, la première phrase du premier livre qu'il traduit, ça commence par un échec. Comment traduire « It's about water ». Ainsi commence le roman de Thomas Sanchez, Mile Zero. Qu'un jour, de 1988, un éditeur me demanda de traduire. Précision, je n'avais encore jamais rien traduit, ou alors j'avais oublié. Bref, cet éditeur m'avait tout d'abord confié la lecture du dit roman, afin que je rédige une fiche de lecture. Bon. Et donc il essaye de traduire, mais ce « It's about water », comment le traduire? Et donc, c'est à propos de l'eau, ça va pas, enfin, il échoue. Alors il trouve quand même quelque chose, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous explique que finalement, sa traduction, it's about water in the beginning, it will be in the end, etc. Donc voilà comment ça commence. Mais ce it's about, compliqué. Et il trouve un truc, il échoue, mais mieux que s'il avait réussi à traduire, ou s'il avait traduit ça littéralement. L'eau. It's about water. L'eau. Au commencement était l'eau, à la fin elle sera. Tout d'un coup le it's about disparaît et ça donne autre chose. Mais la traduction n'est peut-être pas fidèle. Elle est pourtant bonne. Il y a un échec qui amène quelque chose. Et donc tout au long du livre, il y a cette idée d'échouer le mieux possible, à travers aussi l'écriture. Il fait une liste de ses échecs à la manière de Sei Shonagon aussi. Par exemple, dans ses chapitres qui s'appellent « Entre-temps », il raconte des échecs, il évoque des auteurs littéraires qui ont échoué et qui pourtant sont des tout grands auteurs de la littérature, comme Franz Kafka, Fernando Pessoa par exemple, et Jean Cocteau. Et donc voilà, il y a quelque chose vraiment de très très intéressant dans ce livre-là, où l'échec finalement est une condition nécessaire, non pas pour réussir, mais pour vivre. De toute façon, on échoue. Mais nous n'avons pas à nous en faire, nous n'avons pas à déprimer si nous échouons. Alors ça me permet de parler du livre suivant que j'ai commencé à lire. Alors là, j'en ai pas encore lu grand-chose, d'Alain Ehrenberg, La fatigue d'être soi, dépression et société, un livre assez dense, là que je viens à peine de commencer, donc je suis encore en train d'apprivoiser ce livre-là, qui n'est pas facile à apprivoiser, parce que c'est un livre très très fouillé sur la question de la dépression, donc les questions de psychiatrie ou de psychologie, mais aussi la société qui est derrière tout ça. Donc il y a une dimension historique, sociologique. Je crois qu'Alain Ehrenberg est sociologue et il essaye de comprendre la dépression en lien avec l'histoire de nos sociétés. Quelle place a la dépression dans la société, mais surtout comment l'idée même de dépression est devenue une idée qui s'est cristallisée pour devenir une catégorie médicale, une catégorie psychique. Et donc, il entre dans une explication assez importante sur cette histoire-là, sur notre époque. Alors, je ne vais pas entrer beaucoup dans ce livre pour l'instant. J'en ai lu presque 50 pages en crochant, mais vraiment, c'est pas tout simple. Voilà un petit extrait pour commencer à réfléchir sur cette question-là. J'y reviendrai parce que je vais m'accrocher dans la suite de cette lecture qui expliquerait au fond pourquoi
aujourd'hui, alors le aujourd'hui date un tout petit peu, mais ça quand même, c'est un livre qui a 25 ans, je crois, même un peu plus, 1998, 2000, donc on est dans un livre assez ancien, même si il reste d'actualité. J'ai encore vu dans une librairie, alors celui-là je l'avais trouvé, je ne sais plus où, mais j'ai encore vu mis en avant dans une librairie, donc ça veut dire que ça se lit toujours, que c'est toujours valable. Voilà, donc par exemple une réflexion sur ceci. Le séisme de l'émancipation a d'abord bouleversé collectivement l'intimité même de chacun. La modernité démocratique, c'est sa grandeur, a progressivement fait de nous des hommes sans guide. Nous a peu à peu placés dans la situation d'avoir à juger par nous-mêmes et à construire nos propres repères. D'où l'échec, sans doute, que nous raconte ici Clairaut, sans déprimer, ou en passant par-dessus la déprime. Je continue à lire Alain Ehrenberg. Nous sommes devenus de purs individus, au sens où aucune loi morale ni aucune tradition ne nous indique du dehors qui nous devons être et comment nous devons nous conduire. De ce point de vue, le partage permis défendu qui normait l'individualité jusqu'aux années 1950 et 1960 a perdu de son efficacité. Le souci inflationniste pour le rappel de la loi, l'impérieuse nécessité de nouvelles références structurantes et de limites à ne pas dépasser trouvent là leur ressort. Le droit de choisir sa vie et l'injonction à devenir soi-même placent l'individualité dans un mouvement permanent. Cela conduit à poser autrement le problème des limites régulatrices de l'ordre intérieur. Le partage entre le permis et le défendu décline au profit d'un déchirement entre le possible et l'impossible. L'individualité s'en trouve largement transformée. Voilà une des causes peut-être de la dépression. Ce qui pèse sur nos épaules est beaucoup plus lourd. Alors, je vais continuer. Là, je suis dans une partie où il passe en revue un peu l'histoire de la dépression, de ce qui s'est appelé à un moment donné mélancolie, neurasthénie. On voit que les termes changent et la vision qu'on a de ces douleurs qui ne sont pas physiques. La dépression, c'est ça, ce n'est pas une douleur qui peut être emplacée quelque part sur notre corps. Et c'est ça qui est compliqué à saisir. Mais nous allons poursuivre nos lectures. Alors peut-être ces douleurs, si on en fait la préhistoire, si on remonte dans le temps à la mélancolie, à la fatigue d'être soi, on a les romantiques et on a notamment quelqu'un qui sera considéré comme fou, qui finira par se suicider, Gérard de Nerval, dont je suis en train de lire La Pléiade. Donc là je suis encore au début, j'ai lu une partie qui s'appelle Mémoire d'un Parisien, puis j'en suis maintenant dans ces Nuits d'octobre, qui sont tous deux des récits en partie autobiographiques peut-être, qui racontent des déambulations dans Paris. La nuit, il y a aussi Les Petits Châteaux de Bohême que j'ai lus récemment, donc c'est des textes qui sont tous assez courts, alors qu'on ne sait pas trop où ils ont été publiés, dans des revues, etc. Et il y a un style assez libre, assez qui se balade chez Nerval, par exemple, dans ses Nuits d'octobre. À la fois, il commence par une réflexion sur le réalisme, puis ensuite, on sort de Paris, et puis on le fait avec un ami, on nous parle d'un personnage un peu étrange qui s'appelle Saint-Cric, et puis tout d'un coup on va passer aux Nuits de Londres, et dans une déambulation un peu libre, qui me plaît bien dans ce que ça a de flottant.
et de la poésie qui s'intègrent tout d'un coup. Alors, ce qui est un peu dommage dans cette version de la Pléiade, dans les petits châteaux de Bohême, prose et poésie, c'est qu'on a séparé la prose de la poésie, c'est-à-dire que la première partie que j'avais déjà lue, dont j'avais déjà parlé les dernières fois, c'est sa poésie, puis là, il y a ceci, mais les poésies ne sont pas reprises. C'est un peu dommage pour une lecture suivie, puis il y a des matinées de flâneurs, le café, des aveugles, ça j'ai pas encore lu. Bref, quelque chose qui nous permet de découvrir ce monde du 19e siècle parisien, qui est assez à la fois charmant, mais peut-être un peu inquiétant aussi. Et pour finir avec l'aspect inquiétant, je vais revenir à James Ellroy. Là aussi, j'en ai déjà parlé de ces 2 livres, les 2 premiers de la trilogie Underworld USA. Le 3e volume porte ce titre précisément, je ne l'ai pas encore commencé. Par contre, j'avais commencé, je vous avais raconté cette histoire-là, en lisant le début du 2e volume, American Death Trip, qui commence par l'assassinat de Kennedy en 1963. Et puis, je me suis rendu compte un peu tard que c'était le 2e volume et pas le premier, d'où ma lecture assez rapide finalement, parce que c'est un pavé, de American Tabloid, le 1er volume, qui nous amène petit à petit, en suivant les bas-fonds de l'Amérique de l'époque de Kennedy, à son assassinat. Les bas-fonds, c'est quoi? C'est qui? C'est un personnage très trouble à la tête du FBI, John Edgar Hoover. C'est des gens qui, par conviction et par magouille, occupent des postes double ou triple, qui ont plusieurs vies et qui essayent. Il y a toute l'histoire de la tentative ratée de l'invasion de Cuba par la baie des Cochons qui est racontée ici, où on a des Cubains anti-Castro qui s'allient avec des gens du Ku Klux Klan, puis des avocats un peu véreux, des flics qui le sont aussi. Il y a Howard Hughes, qui est aussi un personnage étrange, plein d'argent, mais qui est raciste de manière absolument terrible, alors que d'autres essayent de défendre les droits des Noirs, mais tout en les torpillant de l'autre côté. Bref, on entre vraiment dans les endroits les plus glauques. Alors évidemment, tout n'est pas vrai, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qui sont les personnages réels et qui sont les personnages faux, et donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Puis il y a aussi même les personnages des Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy et de son frère Bobby, qui sont aussi montrés dans leurs défauts, notamment le président Kennedy, qui est présenté comme un homme qui ne pense qu'au sexe, d'un sexe rapide avec plein de femmes. D'ailleurs, on utilise certaines femmes pour le faire chanter, ou en tout cas enregistrer ce qu'ils font, etc. Bref, il y a il se passe vraiment plein de choses. On se perd un peu dans ces histoires-là. Puis il y a un style très rapide avec des phrases courtes et percutantes, et puis on passe de tous les coins de l'Amérique. Un chapitre a lieu à un certain endroit qui s'appelle Lake Geneva, puis le suivant, on est à Miami, puis on se retrouve à Washington DC, à New York. On a aussi, à part le récit raconté par les différents personnages, des documents en encart, 7-2-61, mémorandum de Kemper Boyd à John Stanton, marqué confidentiel à remettre en main propre. John, j'ai fait pression tout en douceur sur petit frère c'est Bobby Kennedy, et quelques assistants de la Maison-Blanche pour avoir de plus amples renseignements, et j'ai le regret de vous informer qu'à ce jour, le président a une position ambiguë sur nos plans d'invasion. Donc ça, c'est les plans d'invasion de Cuba. La nature imminente des dits plans le plonge apparemment dans l'indécision. De toute évidence, il ne veut pas traiter d'une affaire aussi pressante à ce stade, au tout début de son administration, puisque le livre commence
au début de l'administration Kennedy et se termine la veille de son assassinat, où évidemment les personnages, du point de vue de qui c'est raconté, sont liés à l'assassinat. Et donc la deuxième partie, et là j'ai donc lu le premier, et puis maintenant je suis en train de... J'ai repris le deuxième, où on a une partie des personnages qu'on retrouve, une autre partie qu'on ne retrouve pas, tout simplement parce que, évidemment, dans ce genre d'histoire, il y en a plein qui se font flinguer. Là, le Kemper Boyd, dont il était question juste avant, par exemple, qui était vraiment un des personnages importants du premier livre, American Tabloid, il se fait flinguer à la fin, juste avant l'assassinat ou juste après l'assassinat de Kennedy, non, juste avant, puisque ça se termine juste avant, justement. Et donc, voilà, il n'est plus là, mais il y a un certain Ward Little, là, qui joue un rôle double ou triple ou quadruple, et qui, lui, on le retrouve, on retrouve d'autres personnages autour de la mafia de Chicago et de Las Vegas, et donc on est dans les bas-fonds. Là j'en suis à Las Vegas le 17 janvier 1964, donc encore peu de temps après l'assassinat, dans les conséquences, qu'est-ce que ça change pour la mafia contre laquelle voulait lutter Bobby Kennedy, mais qui est toujours en place à ce moment-là. Mais on sait très bien, ça c'est un des intérêts de ce livre-là, on sait très bien que le petit frère Kennedy, lui aussi, va subir le sort du grand frère, là, déjà assassiné. Et donc, parce que ce personnage, il gêne les gens, notamment du FBI, notamment Hoover et les mafieux qu'on trouve ici et leurs hommes de main. Bref, on entre dans un monde que je trouve assez fascinant, et on creuse dans les bas-fonds. Et je reviendrai là-dessus, sur American Death Trip et sur la suite que je m'apprête aussi à lire. Mais voilà, donc là, la semaine prochaine, on replongera dans les bas-fonds américains, tout en s'échappant aussi avec Gérard de Nerval, le contraste. C'est un des commentaires qu'on a fait sur la première vidéo où je parlais déjà de Nerval et de James Ellroy. Le contraste est très fort, mais c'est ça qui me plaît aussi. On reviendra aussi sur cette histoire de dépression, de fatigue d'être soi, puis on verra encore d'autres choses. Mais là, la pile est assez lourde pour que je la repose, que je range une partie de ces livres et que je poursuive les autres. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la semaine prochaine.